Bonjour à tous et bonjour à toutes, surtout quand on regarde un peu le public. Il y a quand même quelques garçons, c'est pas mal. Je suis ravie de vous recevoir ici aujourd'hui pour le salon Go Entrepreneur. Je suis Charlie Perrault, journaliste aux Échos en charge de tout ce qui est start-up. Et donc avec moi aujourd'hui, on va parler beauté, alors Beauty Tech. Donc voilà, cette table ronde autour du nouveau challenge, de ce nouveau challenge, voilà, de comment on réinvente ce vieux secteur. Et pour m'accompagner aujourd'hui, donc j'ai trois super filles. Donc Élodie Carpentier, cofondatrice de Le Rouge Français, une marque de cosmétiques bio et vegan. Bonjour à tous. Ensuite, Charlotte Cato, cofondatrice de What Matters, une marque de cosmétiques, produits ménagers bio et rechargeables. Bonjour à tous. Et enfin, Nelly Pitt, fondatrice de Beauty Mix, qui commercialise notamment un robot qui permet de créer ses cosmétiques maison. Tout à fait, bonjour à tous. Merci encore d'avoir répondu présente aujourd'hui. Peut-être déjà pour aller vraiment dans le sujet, alors je ne sais pas si vous étiez déjà dans la beauté avant de lancer vos entreprises respectives. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire, voilà, comment est-ce que vous êtes tombé dedans, on va dire. Allez, Élodie. Oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Élodie Carpentier, donc la cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Donc Le Rouge Français en un mot et après je réponds à la question. C'est une marque de maquillage qui sublime les femmes avec la coloration végétale. Donc la coloration végétale c'est une innovation mondiale et je l'expliquerai un peu plus tard. Mais c'est vrai que moi je suis tombée dans la beauté quand j'étais enceinte. Donc j'ai créé ma société lorsque j'étais enceinte de ma petite June. Avant, j'étais toujours dans l'industrie pharmaceutique. Je n'ai jamais été dans l'industrie cosmétique, donc c'est effectivement une première. Et je suis ingénieure en biotechnologie. C'était important pour moi finalement d'avoir des produits sains pour la santé, mais aussi éco-responsables. Et lorsque j'étais enceinte, je faisais déjà attention à ce que je mangeais. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic que je partage avec beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, quand ils sont enceintes, font attention à ce qu'ils consomment et ce qu'ils se mettent aussi sur la peau. Et passionnée de botanique, en plus de mon expertise en biotechnologie, j'ai fait le constat que sur le marché, la couleur, qui est l'essence même du maquillage, provient pour plus de 99% du pétrole. Donc aujourd'hui, les femmes se mettent du pétrole, donc des ingrédients non durables, issus de la synthèse chimique sur le visage. Et les 1% qui restent, lorsque vous avez des marques qui sont certifiées bio, vegan, qui sont naturelles, c'est du minéral qui intègre aussi donc, du minerai et du mica, qui est une ressource qui n'est pas durable. Donc le Rouge Français arrive avec une innovation mondiale. Aujourd'hui, on est les seuls au monde à proposer la coloration végétale en maquillage, qui est une ressource durable, éco-responsable. C'est comme ça finalement que je suis tombée vraiment dans le monde de la beauté avec cette idée de révolutionner finalement le maquillage et d'être sur une éco-conception aussi bien sur la formule que le packaging pour avoir des écrins désirables pour les femmes. Ouais, on reviendra effectivement un peu plus en détail sur tout ce que vous faites. Charlotte, est-ce que c'est arrivé aussi quand vous étiez enceinte ou pas? Pas du tout, pas du tout. J'avais la tête ailleurs quand j'étais enceinte, je crois. Non, en fait, moi j'ai commencé ma carrière en finance et je suis rentrée chez Guerlain, un peu par hasard parce que le marketing, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'étais plutôt une pure financière et en fait, je suis tombée red dingue amoureuse de l'industrie. Des usines, des gens qui y travaillent, des matières premières, de la robotique. Je crois que je peux rester des heures à regarder une cellophaneuse travailler, même si aujourd'hui la cellophaneuse n'est plus vraiment d'actualité parce que ça bosse sur du plastique et par contre un peu désenchanté de la partie marketing et donc c'est pour ça qu'on a lancé effectivement nous une gamme qui sont comment est-ce qu'on réenchante les produits du quotidien mais des produits simples avec uniquement des arguments d'une très bonne formule, de produits rechargeables, etc. Mais en tout cas, en essayant d'éviter de tomber dans l'excessif du marketing et d'être sur le fond du produit. Et enfin, Nelly Mais moi, j'étais à 10 000 lieues de la cosmétique. J'ai un parcours d'ingénieur purement technique. J'ai travaillé dans des usines avec uniquement des hommes. Et j'étais vraiment à 10 000 lieues de la cosmétique, que ce soit en tant que milieu professionnel ou même en tant que consommatrice, parce que je suis très peu consommatrice de cosmétiques. Mais donc, je suis tombée dans ce milieu en créant ma société Beauty Mix avec vraiment du coup une vision de challenger, parce que avec un regard très extérieur et avec mon regard d'ingénieur chimiste,
un peu comme tu disais Charlotte, en fait, désabuser de ce filtre marketing où je vois une publicité à la télé et je me dis avec mon instinct d'ingénieur chimiste, oui, enfin, c'est pas si compliqué que ça à faire. et donc... Ça ne rendra pas ma jeunesse. Voilà, ouais. Et donc, ma mission avec Biotimix, ça a été justement de faire tomber les masques de la cosmétique, de challenger ce milieu et de permettre aux consommateurs eux-mêmes en fait, de découvrir que ils peuvent fabriquer eux-mêmes une crème visage anti-âge, mais dont ils auront eux-mêmes choisi les actifs en fonction d'une efficacité qu'ils auront vérifiée eux-mêmes, voilà, et aller plus dans le vrai, dans le concret. Bon, on a l'impression, c'est quoi alors? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de marques. On a l'impression que ça une année qui arrive vraiment tous les jours, sans compter toutes les grandes marques qui se renouvellent énormément. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Là, vous êtes toutes, c'est très jeune, vos boîtes sont jeunes. Comment est-ce que vous arrivez? C'est quoi votre différenciation? On a des mots quand même qui sont un petit peu revenus, durables, etc. Mais en gros, c'est quoi ou les 2-3 points de différenciation chacune? Allez. Vas-y. Allez, Charlotte. Écoutez, nous, on a lancé effectivement en plein Covid des produits pour la maison. Je pense que les gens en avaient tellement marre de voir leur pec citron très moche. Et puis, on pensait tous au monde d'après. Et donc, du coup, on est arrivé à ce moment-là. Et la différenciation, je pense, chez nous, c'est qu'on entre énormément par le design, en pensant que tous les gens qui veulent changer parce qu'ils veulent entre guillemets, sauver le monde et qui veulent bien le faire en se contraignant, ils ont déjà plein d'offres. Ils ont des marques comme l'Amazona, ils ont du vrac à côté de chez eux, etc. Mais qu'il y avait 80% des gens, dont je faisais partie, les femmes actives, les hommes actifs, qui aimeraient bien changer, mais qui se demandent un peu comment, dans la vie speed qu'on a aujourd'hui, c'est faisable, et qui pour autant ont envie de choses jolies. Et en fait, nous, on a lancé une gamme complète, on a une vingtaine de références, et 60 si on compte tous les formats de recharge, avec des produits qui réenchantent un peu le quotidien. Donc c'est plus joli quand c'est chez vous, c'est très agréable à utiliser, et vous économisez 80% de plastique à la fin, parce que les éco-recharges pèsent la moitié d'un pot de yaourt, 7 grammes. Et donc, du coup, en réalité, je pense qu'on a emmené les gens parce qu'ils n'avaient pas d'effort à faire. Et que je crois, sur le modèle d'une SodaStream ou des choses comme ça, c'est que la responsabilité de la marque, c'est d'offrir aux clients une manière de changer facile. Et que c'est à nous de trouver la solution parce que dans nos vies personnelles, on ne peut pas nous réinventer le fait que quand on achète des yaourts, il y a un emballage. C'est pas nous qui pouvons le faire. On peut faire ces yaourts soi-même, ce que j'avais pas forcément le temps de faire. Ou l'envie, c'est vrai, je suis très honnête, je pense que l'envie de changer, elle est très propre à chacun. L'écologie, c'est comme la religion, je trouve. Chacun a son petit arrangement. Je prends un bain, mais je prends pas l'avion. Voilà. Et nous, du coup, on s'est dit, on prend 80% des gens et on les aide à faire déjà 80%. Et on travaille bien sûr sur ce que sera l'offre demain, parce que ça, c'est has-been dans 2 ou 3 ans. On travaille sur du soluble, sur d'autres choses pour que demain, il n'y ait plus d'eau et plus de plastique qui circulent. Et puis vous pouvez voir effectivement ces produits là, juste sur la table, les flacons en verre, c'est ça? C'est une technologie de verre renforcé qu'on a développée avec Verre Essence, qui est un des plus gros verriers mondial et qui est français. Donc les packs aussi sont faits en France chez nous. En cosmétique, souvent, on parle de ce qu'il y a dedans, mais on ne parle pas forcément des flacons. Et donc nous, 100% est fait en France. La pompe est faite à la frontière italienne. Et en fait, la technologie qui est posée dessus, qui est brevetée, rend le verre antidérapant, 3 fois plus résistant, retient les bris en 4 casses. C'est ce qui nous a permis de faire des dentifrices enfants et des choses qui vont sous la douche. Et le laisse 100% recyclable. Voilà. Et sur ça, on a une exclusivité aujourd'hui. Et clairement, c'est une de nos forces, entre guillemets, dans la concurrence aussi, effectivement, assez forte du moment sur ce type de projet-là. Élodie, est-ce que vous jouez aussi sur le packaging ou là vous êtes plus c'est dans la solution que vous avez vraiment une différenciation? Alors, en termes de différenciation, Charlie, pour répondre à ta question, on est vraiment sur une éco-responsabilité et vraiment la protection de la santé de la femme sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit. Donc notre innovation, c'est la coloration végétale. Donc c'est ce qu'on appelle des plantes tinctoriales. Alors c'est un mot un peu... en fait, les plantes tinctoriales, c'est des plantes qui ont des propriétés coloriales, mais aussi bénéfiques pour la santé. Là, dans ce tube à essai, vous voyez, c'est de la garance. La garance, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Et Cléopâtre utilisait déjà la garance pour sublimer ses lèvres en Égypte antique. Donc, même si on est innovation mondiale brevetée, on n'a rien inventé.
on revient aux cultures ancestrales et à ce qui existait déjà il y a des millénaires. Donc effectivement, on est en axe de différenciation sur des formulations qui sont saines, donc éco-certifiées, qui sont labellisées aussi. Je pense que les consommateurs et consommatrices aujourd'hui ont besoin aussi de labels de réassurance comme Cosmos, donc on est certifié bio. On n'a pas aussi de produits issus des animaux, donc, ou sous-produits des animaux, pas de cire d'abeille, pas de cochenille, pour ceux qui connaissent les petits insectes écrasés. Voilà, pour les rouges à lèvres. Donc, moi, j'étais finalement pionnière sur ce qu'on appelle l'économie régénératrice. Tu parlais tout à l'heure du durable. En fait, l'économie régénératrice en beauté, ça va au-delà du durable ou même du circulaire. J'étais finaliste de la BFM Business Academy l'année dernière. J'étais une des premières à en parler dans les médias. Des fois, je pitchais avec des grands groupes et des responsables RSE de grands groupes du CAC 40. Et quand je parlais d'économie régénératrice, ils me regardaient avec des grands yeux en se disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Nous, on fait du RSE, en fait. Et ça, c'est vraiment aussi notre axe de différenciation. On fait partie aussi du Coq Vert, la communauté de BPI, donc qui sont les pionniers, les éclaireurs dans ce domaine de l'éco-responsabilité. Et ça se joue en fait sur cette filière économique de la plante tinctoriale, puisqu'on cultive en fait ces plantes en bio et même en biodiversifié, ce qu'on appelle l'agroforesterie, où il y a l'équilibre entre la faune, la flore et même les populations locales qui en vivent. En France, par exemple, la garance est cultivée en Provence en bio, ou la persicaire qui donne l'indigo, le bleu, puisqu'on a aussi une gamme regard de mascara. On ne fait pas que du rouge à lèvres chez le Rouge Français. Et lorsqu'une plante est endémique de son pays, on va la sourcer via des filières éthiques, éco-responsables dans leur pays endémique. Donc, par exemple, le roucou, qui s'appelle aussi arbre à rouge à lèvres, et qui est utilisé aussi par les Amérindiens depuis la nuit des temps, puisqu'ils s'enduisaient en fait le visage de ces petites graines rouges orangé pour se protéger du soleil et des moustiques. On a effectivement le packaging qu'on a aussi breveté. Ici, c'est pas du plastique. On est sur une innovation mondiale aussi qu'on a brevetée, c'est de l'huile de ricin. Donc, on est sur une base biosourcée végétale qui va être transparente à l'image de nos formules. Et on a développé un moule qui permet en fait d'avoir un système de recharge. Donc, on est rechargeable et recyclable. Donc biosourcés végétales, rechargeables et recyclables, ce qui fait qu'effectivement, on est sur de l'éco-conception dans sa globalité. Et pour les autres produits, par exemple, sur le teint, les chicken lips ou tout ce qui va être teint, on est sur du verre, et les mascaras eyeliner aussi, donc le verre recyclable. Pour finir, on a aussi, même en marketing, finalement, intégré ces actions positives d'économie régénératrice parce qu'on s'est associé avec Handprint, donc avec un H, qui en fait nous accompagne sur ce qu'on pense être une vraie solution pour le changement climatique, qui est de planter des mangroves. On en parle beaucoup, mais finalement, il y a quand même très peu de sociétés qui le font. Et on a voulu vraiment être dans une dynamique où plus on génère du business, plus on vend en fait du maquillage. Et cette année, on est en levée de fonds. Hein. On échangeait tout à l'heure. Et c'est vrai que cette année, notre ambition, c'est de partir à l'international. On a déjà quelques points de vente en Europe et un point de vente aussi en Asie. Mais là, on va aller vers la Chine. En plus, on a une belle star internationale qui va nous accompagner sur le développement Chine. Donc, c'est des marchés énormes qui vont pouvoir nous faire développer rapidement. Et plus on va générer de business et plus on va planter des mangroves. Et à chaque fois que vous allez acheter un rouge à lèvres, en fait, on séquestre plus de 80 kg de CO2 par an et par produit. Donc, ça peut aller très vite et ça peut régénérer en fait la planète et par la séquestration du carbone, aider à la régénération de la couche d'ozone. Voilà, donc c'est ça en fait chez nous l'axe de différenciation. Beaucoup de points, effectivement. Je vais la faire en beaucoup plus court du coup. Effectivement, le marché cosmétique, il est en pleine évolution, en pleine mutation. Il y a énormément de nouvelles marques qui se lancent parce que c'est devenu très facile en fait maintenant de lancer une marque. En France, on a un écosystème qui est très riche avec énormément de laboratoires qui proposent des produits en marque blanche. Donc, c'est devenu vraiment très facile de lancer une nouvelle marque. Les grands groupes aussi évoluent vers plus de transparence. Les consommateurs évoluent. On a maintenant des consommateurs qui sont experts, qui s'y connaissent très, très bien en ingrédients, en actifs, en sourcing des produits. Donc, voilà, ça évolue énormément.
Nous, avec Biotimix, on arrive dans ce milieu où, en fait, ce qu'on propose aux clients, c'est de créer finalement eux-mêmes leurs propres produits, donc eux-mêmes leur propre marque. Et donc, en fonction de leurs besoins, de créer le produit idéal pour eux et de le fabriquer en un clic chez eux avec notre robot. Donc, on est finalement une marque d'électroménager qui permet aux consommateurs de créer leur propre marque cosmétique qui correspond à leurs besoins. Ok, super. Si on pense un petit peu à l'avenir, là, aux avenirs respectifs, alors vous vendez principalement sur Internet, vous êtes d'abord toutes lancées sur Internet, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, on va dire. Il y a des tas de plateformes pour se lancer très rapidement. Et est-ce qu'au final, l'avenir, c'est quand même de rester complètement sur Internet ou pas? Ou il faut un moment quand même avoir un magasin, quelque chose d'éphémère? Est-ce qu'on a besoin forcément d'une présence? C'est un peu quand même la question qu'on pose toujours depuis 15-20 ans, mais quand même, il faut y penser. Pour le Rouge Français, la stratégie omnicanal, elle est essentielle. C'est vrai qu'on est né du digital, grâce à vous, hein, aux consommateurs, aux consommatrices. On était DNVB, Digital Native Brand du panel français. Mais clairement, rapidement, on a voulu être dans les magasins. Bon, déjà, le maquillage, ça se teste. C'est vrai que c'est pas évident sans vraiment apposer la couleur parce que c'est changeant aussi en fonction des carnations. Hein. On a une très bonne couvrance, hein, on a des teintes, tenues, textures très maîtrisées avec nos processus qualité, mais on est sur du vivant. Et donc, ça s'adapte aux carnations, au pH, etc. Donc, il faut tester. On a quand même développé ce qu'on appelle le Figital aussi, donc avec ces passerelles entre le digital avec les filtres de réalité augmentée, où vous pouvez tester les teintes. Donc, c'est un module qu'il y a sur notre Instagram. Donc, vous pouvez jouer avec un petit filtre et apposer les teintes de rouge à lèvres sur vos lèvres. Mais derrière, la cliente, elle a besoin de toucher, de tester, de voir aussi ses matières premières dans notre espace qui est végétalisé. Et donc, pendant le Covid, on a eu la chance d'avoir un loyer attractif quartier Place Vendôme. Donc, on a saisi l'opportunité. On s'est dit c'est vraiment idéal pour la notoriété et aussi aller vers l'international. Donc, on est au 5 rue Rouget de Lille, à Paris, donc en bas du quartier des Tuileries. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer. On fait aussi des masterclass maquillage. Et derrière, c'était important aussi d'aller dans la parfumerie sélective. Tu l'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que l'accessibilité des produits au plus grand nombre, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. On est une vraie alternative au conventionnel chimique. On est certes premium, un peu luxe, mais on sera sur de l'access luxe, pas de l'ultra luxe. On veut vraiment aussi être accessible, donc parfumerie sélective, grand magasin, c'est important d'être aussi en physique au contact des clients. Et puis aussi, je pense qu'en fait, c'est une question qui disparaît presque parce qu'en fait, on doit être là où vous voulez nous trouver. En fait. Donc parfois derrière votre téléphone chez vous et puis parfois en magasin. La question d'après qu'on se pose derrière, nous, parce que la réponse est oui, évidemment qu'il faut aller en magasin à un moment donné, en fait, parce que les gens, nous, par exemple, non plus, ils ne voient pas que c'est du verre, forcément, ni que les formules sont bio, etc. C'est plutôt comment fonctionne le digital et le retail pour que les deux ne se voient pas comme des concurrents l'un de l'autre et comment est-ce qu'on fait fonctionner ça. Et donc, du coup, nous, on est en train de travailler sur un modèle économique où on va faire de la pub géolocalisée pour amener des gens dans le point de vente. Et aussi, comment est-ce que quand le client a découvert la marque dans le point de vente, il peut venir passer la commande sur mon site et que le point de vente récupère quelque chose au passage. Pour ne pas voir le site comme ça. On a ouvert, nous... Comme toi, on a eu un truc de dingue pendant le confinement. Le printemps nous a donné 30 mètres carrés en pérenne en plein milieu du printemps de la beauté au rez-de-chaussée. On est entre Chanel et Givenchy, je crois qu'on s'en est pas encore remis. On a ouvert en 15 jours. Et on voit que les produits lourds, les gens ne viennent pas les acheter en fait. Parce que repartir avec sa lessive et sa recharge qui pèse 2 kilos, en fait, on n'a pas du tout envie. Et on est en train de bosser avec eux, ce qu'avait fait Glossier un peu en son temps, qu'on vienne passer la commande, que le magasin, lui, du coup, comme il a passé la commande, il a une commission qui est équivalente à ce qu'il gagnerait, sauf qu'il n'a pas le flux physique, etc., etc. Et derrière, nous, on récupère la commande et le client sur un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, c'est plutôt sur ça que la question se pose, je pense, aujourd'hui. Il y a très, très peu de marques qui restent en full digital. En cosmétique, il y a Typologie qui a décidé de pas du tout y aller. Probablement de l'histoire aussi du fondateur. Et Nelly, vous parliez en plus d'électroménager. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver chez Boulanger Nous, en fait, alors on est un contre-exemple puisque nous, on est une marque qui s'est lancée en magasin. Donc effectivement, on est vendu chez Nature et Découverte, chez Boulanger, Fnac, Darty.
Et c'est comme ça qu'on a lancé notre produit et qu'on s'est fait connaître. On s'est fait connaître par les magasins d'abord, avant de développer notre site e-commerce. Et en fait, je vais rebondir sur ce que tu disais sur typologie. Bon, c'est vraiment une question de coût d'acquisition client. Le milieu cosmétique, maintenant, c'est un marché très concurrentiel. Et là où il y a 10 ans, les coûts d'acquisition digitaux étaient très faibles, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le marché a énormément évolué. Et ça va. Voilà, la tendance est à la hausse et on voit du coup énormément de marques se tourner vers le magasin parce que maintenant la vente en magasin aussi d'un point de vue coût d'acquisition client est devenue compétitive par rapport au coût d'acquisition purement digital. Donc je pense que le marché est vraiment en train de complètement changer et puis on crée cette expérience client qui va du téléphone au magasin. Enfin, c'est vraiment une expérience complète et qui va être vraiment continue en fait. Maintenant, ça devient je pense indispensable pour toutes les marques d'être omnicanal. Puis je pense aussi qu'on a toutes des marques où en fait quelque part l'enjeu maintenant il est plus de fidéliser comment les gens réachètent tes capsules, comment nous ils réachètent les recharges et comment est-ce qu'en fait c'est presque un enjeu de CRM parce qu'aller acquérir des clients aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais avec les levées de fonds, en fait toutes les marques achètent leurs clients aujourd'hui avec des ristournes et on se demande comment ils gagnent de l'argent. Mais en fait l'enjeu c'est de les garder et donc du coup c'est là où le digital est un vrai complément pour le coup du retail sur comment est-ce qu'on parle à nos clients pour qu'ils restent, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils aient confiance, qu'on change quand ils trouvent que ça va pas. Enfin, en tout cas l'enjeu il est vraiment sur ce segment-là. Parce qu'acquérir, si c'est pour les perdre, vu les coûts aujourd'hui, ça n'a effectivement plus aucun intérêt. Les coûts, c'est surtout c'est sur les réseaux sociaux, que vous faites principalement. Publicité Instagram, Facebook, SEO, Google Shopping. Pour ceux qui y sont arrivés, TikTok et autres choses sur lesquelles on s'y met, mais c'est pas complètement notre génération. Mais oui, c'est principalement ça. Même si on sait que ils sont en train de décroître, ils sont en train de devenir trop chers. Aux US, les taux sont déjà beaucoup plus élevés parce que le marché est beaucoup plus mature. Donc en fait, on sait que ça baissera pas. Et vous mentionnez un moment les réductions, etc., les promos. Aujourd'hui, on est en promo permanente. Vous, c'est quoi? Vous pensez que justement, il ne faut pas aller là-dedans et montrer aux gens que non, à un moment, on paye, voilà, si on doit payer aussi cher, c'est qu'il y a une raison. Et il faut bien gagner de l'argent. C'est quoi un petit peu, vous, votre vision chacune là-dessus? Alors, ça va paraître bizarre parce qu'on est avec des valeurs fortes en termes d'éco-conception, de formulation et de respect de la planète. Et c'est vrai que le Black Friday, les promotions, etc. à tout prix, c'est souvent, bridé. Les gens n'aiment pas ça, surtout sur les marques engagées. Et en fait, moi, je vais transmettre les mots d'une personne qui, pendant un pitch, a eu cette question et je trouvais ça pertinent en fait. Parce que nous, on le fait, forcément, il faut quand même se faire connaître et la promo, ça permet effectivement d'aller aussi un peu au-delà de la CRM et de faire de l'acquisition et d'acquérir des nouvelles clientes qu'on va fidéliser pour après, effectivement, qu'elles rachètent des recharges. Et en fait, c'est Julie de Exertier, merci, qui a dit que ça permet en fait de rendre accessibles des produits de qualité qui sont parfois peut-être trop chers pour certaines personnes. Par exemple, le rouge à lèvres, on est à 45 € sur le produit complet, mais après la recharge, on est à 25 €. Donc c'est quand même un produit accessible. On est à l'équivalent des marques conventionnelles aujourd'hui que vous pouvez trouver dans le mass market et en parfumerie sélective. Et du coup, ça donne vraiment un pied pour découvrir la marque et la rendre accessible. Donc je dirais que c'est quand même une manière agréable de découvrir une marque. Charlotte, là, vous le faites ou pas? Nous, on a fait un peu, pour l'instant zéro promotion. Par contre, énormément de fidélisation. Et on a plutôt travaillé sur ça. Quand on était gamine, alors vous êtes plus jeunes que nous tous, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on avait le club des créateurs de beauté, on avait Yves Rocher, où quand la marque arrivait, c'était le truc familial, fallait coller les étiquettes et tout, donc c'est pas du tout écolo, on ne peut pas faire ça. Mais en revanche, c'était devenu quelque chose qui rentrait dans notre quotidien et où la fidélité était reconnue et en tout cas extrêmement travaillée. Et donc, nous, c'est plutôt sous cet angle. Surtout qu'en plus, et ça joue beaucoup sur la réponse, qu'on ne peut pas avoir tout à fait la même que la tienne, c'est que nous, on a décidé d'avoir des prix hyper access. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon shampoing qui est dans un flacon en verre renforcé, qui est fait en France, une formule bio, vegan et tout, il est vendu 16 €. Donc en fait, les gens se doutent qu'on ne marge pas non plus des prix. Enfin, c'est pas des marges incroyables, c'est volontaire. On veut être accessible. C'est ce qui fait qu'on a 70% de province et que on est hyper fiers d'avoir des ouvriers dans les usines qui se fendent sur le dentifrice enfant
Et puis des gens au magazine Elle ou au Printemps qui trouvent que c'est Aesop pas cher et que c'est vraiment génial. Mais du coup, on ne peut pas non plus vraiment faire de la promo. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait en fidélisation avec pas mal de gifting, par contre, de petits flacons format voyage, parce qu'il faut aussi faire du gifting écolo et donc, du coup, être un peu créatif. Voilà. Et Nelly, là-dessus? Oui, bah alors, je te rejoins, Charlotte, dans l'idée qu'il faut être créatif. Moi, je trouve que c'est devenu un peu pervers, en fait, ce culte de la promotion. On est arrivé maintenant dans un système où les consommateurs n'achètent plus qu'en promotion. Et donc, les prix sont fixés au départ 50%, voilà, pour intégrer les promotions futures. Et c'est un peu pervers comme système. Enfin, c'est pas en tout cas la direction dans laquelle moi, en tant que créatrice d'entreprise, j'avais envie d'aller. Et après, c'est vrai que comme c'est installé dans la culture et que les consommateurs s'attendent à avoir des promotions et à pouvoir acheter quand ce sera en promo, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, ou même si on aurait... Moi, pareil, j'ai fixé le prix du robot à 129 €, qui était le prix le plus juste que je pouvais. Donc, j'ai pas de marge pour donner des promotions. Et en même temps, c'est attendu de la part des consommateurs. Donc, c'est très compliqué, c'est difficile de s'en passer. Et donc là, il faut être créatif et créer de la valeur par d'autres biais. En fait, c'est possible plus sur le digital, quand on est en B2C, direct au consommateur. C'est vrai que sur les réseaux physiques, c'est très compliqué. Parce que voilà, nos produits coûtent cher. C'est vrai qu'on a des labellisations, des ingrédients de très haute qualité qui viennent de l'agriculture biologique, etc. Sur l'international aussi, c'est des raisons lots. Vous avez 1, 2, 3 agents, des distributeurs, etc. Tout le monde prend sa marge. Donc, c'est quasiment impossible parfois. Et c'est vrai qu'avoir ce culte de la promotion, ça donne aussi une mauvaise image. Alors, si on continue sur le sujet argent, comment est-ce que vous faites pour vous financer aujourd'hui? Vous êtes c'est des jeunes boîtes. Est-ce qu'il faut aller chercher, comme beaucoup de jeunes startups, aller chercher des investisseurs, donc faire des roadshows qui durent des mois et des mois? Est-ce que vous prenez plutôt la case, je vais la banque? Enfin, c'est quoi? Et est-ce que d'ailleurs, en plus, c'est une étape, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on voit des levées de fonds aussi. On voit qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont invités, mais on voit des centaines de millions levés, mais c'est surtout pour du logiciel. J'imagine que c'est pas la même chose de pitcher une boîte comme les vôtres, qui sont, on va dire, dans le dur, entre guillemets, que de parler de logiciel. Donc, voilà. Question un peu longue, ouais. Oui, alors moi je peux partager mon expérience et d'ailleurs j'ai un autre talk tout à l'heure si vous voulez nous rejoindre sur le financement au féminin parce que c'est un vrai parcours du combattant. Une autre problématique, ouais. Voilà, et c'est vrai que bon, moi j'ai démarré en fonds propres, hein, c'est toute ma vie, c'est ma passion, donc j'y ai mis toutes mes économies. J'ai eu la chance derrière d'avoir mon mari qui m'a rejoint dans l'aventure, qui a vendu les parts de son ancienne boîte qui était aussi dans la robotique et l'électronique. Et en fait, on a démarré vraiment en famille, en fonds propres, le Love Money. Et derrière, rapidement, on s'est rendu compte que c'est un marché qui demande énormément d'investissement. Quand on a fait le choix d'investir dans cette huile de ricin, ce matériau totalement innovant, de créer notre propre moule, d'aller s'intégrer en amont en fait sur des process biotech, parce que aujourd'hui on est sur une thématique tech et green tech. C'est vrai que nous on a développé via une thèse industrielle des process qui permettent en fait d'extraire la coloration directement du champ de la plante tinctoriale et après de créer toutes ces formules. Ça demande énormément d'argent. Et donc on a fait un peu le tour de ce qu'on appelle les business angels. On a eu la chance de rencontrer Chantal Baudron, qui est la première femme business angel de France et qui est passionnée de botanique. Donc, elle est tombée amoureuse du rouge français. Et je voulais aussi des femmes dans mon capital, parce que j'avais beaucoup d'hommes. En fait, l'industrie cosmétique, on pense que c'est que des femmes, mais en fait, non. Surtout, voilà, surtout dans le monde financier, effectivement, en haut, et des industriels. Et je voulais avoir des femmes, donc j'ai tapé à la porte de Femmes Business Angel. Et la réponse était ça, c'est non, nous on fait du SaaS, du digital, et on n'investit pas dans le consumer goods, dans les produits, dans le concret, mais encore moins dans un rouge à lèvres.
alors qu'on est des femmes, c'est trop cliché. Et donc, mon discours était vraiment axé sur l'innovation, la technologie, et là, ça les a charmés. Donc, on a Femmes Business Angel, on a été instruit aussi avec, on a fait une due diligence avec INSEAD, le groupe INSEAD, où il y a aussi des investisseurs à l'international, donc ça ouvre des portes. Et derrière, on a eu vraiment tout un support aussi de la famille Richard, etc., dans l'hôtellerie, donc aussi d'autres domaines, parce que finalement, on plaît, par exemple, nos produits, grâce au Covid, sont intégrés les spas des hôtels de luxe. Donc, on est dans le groupe Barrière, dans le groupe Accor, l'hôtel Marignan Champs-Élysées de Nathalie Richard. Donc, voilà, les investisseurs, on a su les charmer aussi par ce biais-là. Mais derrière, c'est jamais assez. Donc là, on est encore en levée et on va vers des fonds d'investissement, donc des fonds à impact. C'est toujours un peu la course. Et finalement, c'est vrai qu'il faut être vigilant quand on est entrepreneur parce que ça prend beaucoup de temps et ça nous détourne du business, de l'innovation, de la R&D, parce qu'on passe tout son temps à faire la course au fonds à impact. Ouais. Après, pour remonter d'un tout petit cran avant de raconter notre expérience, souvent quand on veut devenir entrepreneur, et on imagine que c'est votre cas à chacun, c'est que le monde de l'entreprise, vous considérez qu'il ne vous convient pas en fait. Hein. Et donc du coup, la réponse à la question du financement, elle est liée aussi à l'entreprise que vous voulez. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas la même vie en fonction de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire sur fonds propres, ce que j'ai fait moi sur mon premier projet il y a une douzaine d'années. C'est plus long hein, et c'est plus dur, on ne va pas se mentir. Mais vous êtes chez vous. Et donc du coup, très perso, et parce que voilà, on a le droit de dire je suis une énorme bosseuse, mais j'ai des enfants. Sur la première période de ma vie pro entrepreneur, ça m'a bien convenu d'avoir personne pour me dire à quelle heure je partais et de savoir si je faisais des sorties scolaires ou pas. Et pour autant, on bossait beaucoup, mais en tout cas, il n'y avait pas de ça. Et on a revendu notre dernier projet et on est reparti avec mon associé avec des cheveux blancs, mais un peu d'argent. Et donc, on a autofinancé la première partie de ce projet-là. Et on a eu pas mal de chance parce qu'on avait un budget relativement significatif. Pour autant, on s'est rendu compte de deux choses. Un, le niveau des stocks nécessaires est colossal quand on commence à s'attaquer à l'international. Et vous avez beau avoir de l'argent, être rentable, en fait, quand vous avez 1 million ou 2 millions qui sont dans vos stocks et donc en gros bloqués, vous ne pouvez pas embaucher. Et donc du coup, il y avait cette problématique-là. Et puis, il y avait aussi la problématique des concurrents. Nous, il y a quelques marques autour de nous qui font des trucs super sur le même type de domaine que nous, qui ont levé l'année dernière. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une question d'accélération, qu'il allait probablement y avoir une concentration du marché. Et que si on n'avait pas des moyens pour se battre à armes égales avec les autres, on risquait de prendre du retard et d'être ceux qui ne sortiraient pas vainqueurs. Voilà. Donc on a fait une levée de fonds qui nous a pris un temps infini et on s'est détourné du business et clairement on a ralenti un peu la croissance. On n'a pas pris de lever, qui est souvent une question aussi. Est-ce que je prends un lever ou pas? Nous, c'est comme un mariage, un lever. Il faut qu'il vous représente hyper bien à votre futur fiancé. Et donc, on ne l'avait pas trouvé, donc on l'a fait tout seul. Après, moi, j'ai un background financier, alors ça nous a plutôt aidé. Par contre, on a décidé d'être nous. Et donc, du coup, on n'a pas plu, mais ils nous ont pas plu non plus, à tout un tas de fonds traditionnels, hyper orientés croissance, il faut faire de la promo, le chiffre d'affaires, la renta, on s'en fout. Et on n'a pas voulu ça. Et en fait, on a un pacte de 4 investisseurs qui sont des fonds d'investissement, qui très clairement ont traité les hommes et les femmes pareil, puisque j'ai un associé homme aujourd'hui et qui a aussi été un sujet dans la décision. Et on a des gens qui nous apportent des choses, c'est-à-dire qu'ils nous ont amené de l'argent. C'est public, on a levé 4 millions en février. Mais on a un industriel, on a un groupe qui est dans le luxe, on a la BPI et on est hyper content pour le rayonnement à l'international. On a la famille Servazel qui est hyper douée en business et qui a revendu une société à L'Oréal. Et on a Citizen Capital qui est un des premiers fonds à impact et qui nous pousse un peu sur la méthode de tout ce qu'on peut faire en écologie. Et donc on s'est dit, quitte à perdre de la liberté, ok, on prend de l'argent, mais on prend aussi des gens et des compétences. Voilà, et ça nous a pris beaucoup trop de temps. On était rincés, mais on est content, c'est fait. Et a priori, avec les bonnes personnes, mais c'est surtout le temps qui nous le dira, ça. Et Nelly, vous avez vu peut-être des fonds à impact, ça a été évoqué là plusieurs fois ou Alors, effectivement, lever des fonds ou pas, ça dépend vraiment du business qu'on veut monter, du marché et de la façon dont on veut faire évoluer sa boîte. Alors nous, chez Biotimix, on avait besoin de beaucoup de fonds puisqu'on a développé une application mobile, on a développé un robot, il fallait lancer une production, donc beaucoup d'investissements en outillage de production. Mais on n'a pas fait de levée de fonds pour autant, puisqu'il existe énormément d'autres mécanismes de financement. Et donc notre financement initial, je suis allée le chercher auprès de la région Centre-Val de Loire, puisqu'on est implanté à Chartres.
et de la BPI sous forme de dette. Donc il est tout à fait possible, on a levé 500 000 euros en dette, et donc c'est possible de lever 500 000 euros, donc si c'est assez pour le projet que vous voulez lancer, sans faire de levée de fonds initialement. Donc je trouve ça important quand même de mentionner que c'est possible, parce qu'on n'en parle pas assez dans le monde des startups. Oui, c'est pas dilutif en plus. Et c'est pas dilutif, donc on garde son autonomie et la façon dont on a envie de faire avancer son entreprise. Ensuite, en janvier, j'ai participé à une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé » sur M6. Donc, j'ai fait une levée de fonds, mais dans un cadre très particulier, puisque c'était non seulement devant un panel d'investisseurs, mais aussi devant quelques millions de téléspectateurs devant la télé. Donc, c'était un exercice hyper décalé. Et donc, pour le coup, notre levée de fonds a été très rapide. En 45 minutes, on a pu faire notre levée de fonds. Ça a pris... du coup, très peu d'organisation, et ça tombe bien parce que moi, je ne me vois pas, en tout cas pour l'instant, sortir la tête du guidon pour réussir à trouver du temps pour aller parler à des investisseurs. Effectivement, quand on gère une boîte qui est encore en démarrage, donc une petite structure avec une petite équipe, on travaille... Ta mère t'a vu lever des fonds, mais ça doit être trop dur. Oui, pas seulement ma mère, effectivement, tout le monde. Donc Après, ouais, la levée de fonds, il faut trouver le temps. C'est une question de priorité et de façon dont on a envie d'avancer. Après, moi, j'ai juste un petit conseil. Bon, je suis d'accord avec toi sur la dette, hein. C'est vrai que c'est important d'avoir aussi une diversification en fait dans comment dire, les apports d'argent. C'est vrai que lever des fonds, c'est pas obligatoire, et c'est important aussi d'avoir comment dire, des finances qui sont non dilutifs. Après, moi, je vous conseille à tous de faire des concours d'innovation. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé au tout début. C'est vrai que les concours d'innovation, si vous avez une technologie intéressante, ça aide à pitcher devant des investisseurs. Nous, par exemple, on a fait un concours d'innovation qui nous a permis d'avoir l'Occitane, le groupe L'Occitane, qui a fait un seed et qui a investi en minoritaire chez nous. Et on est incubé chez eux à Marseille, donc ça s'appelle Obratory, qui est une cellule d'innovation avec des bureaux vus sur la mer, donc je vous le conseille. Et du coup, ça nous a permis aussi d'avoir notre propre laboratoire de R&D en interne, parce que dans l'incubateur, ils ont un laboratoire cosmétique. Donc moi, je conseille vraiment les concours, allez-y à fond, c'est très bénéfique. Et en complément, il y a des choses comme Réseau Entreprendre. Alors c'est vrai que moi, c'est ma deuxième entreprise et j'ai 45 ans. Alors, mais au démarrage, il y a plein de choses canon. Enfin, on est dans un pays où on peut dire ce qu'on veut, on peut se plaindre de tout, on est ronchonneur. L'entrepreneuriat est surstimulé. Et l'entrepreneuriat féminin beaucoup plus aidé ces dernières années, donc autant en profiter. Et donc il y a effectivement plein de choses, et Réseau Entreprendre souvent regroupe pas mal ça dans les différentes régions, et un chouette canal pour entreprendre aussi. Super, ça fait un bon résumé. Oui. Et j'allais compléter sur le dernier point quand même, le point de la rentabilité. Tu l'as mentionné, en fonction de votre business model, il faut savoir si vous savez que vous ne serez pas rentable avant un certain temps, la levée de fonds, elle est incontournable. Donc, et puis après, réussir à créer une entreprise qui est rentable assez tôt et qui est assez rentable pour rembourser des échéances d'emprunt, c'est aussi un challenge, et ça crée d'autres contraintes. Donc il y a des contraintes de chaque côté et il faut peser le pour et le contre. Super. Alors, je ne sais plus si j'avais une séance de questions-réponses ou pas. Je me tourne. C'est possible Ouais. S'il y a une personne ou deux qui souhaitent poser une question, quand même. J'en ai encore plein, mais voilà. S'il y en a qui veulent poser une question, il n'y a pas de souci. Hop, ah oui. Sinon, évidemment, vous pouvez retrouver après nos panélistes. On reste là. Merci. Bonjour. Alors, merci déjà pour tous vos témoignages. C'est très inspirant. Alors, j'ai deux questions, en fait. La première, est-il obligatoire de breveter ces formules quand on se lance? Et la deuxième, que pensez-vous aussi du financement participatif crowdfunding? Merci. De bons points. Qui veut répondre? Sur le brevetage, tu as les deux, alors peut-être que c'est bien qu'on te réponde toutes les deux. Nous, on a fait des formules qui nous appartiennent, qu'on a fait développer sur mesure, mais on est parti de produits basiques et on a voulu des excellents basiques, donc elles ne sont pas brevetées. Mais c'était notre choix, parce qu'en fait, clairement, pour breveter, ça veut dire elles ne sont pas brevetables, en fait. Pour breveter, il faut que tu aies une sacrée innovation, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont réfléchi avant nous, et donc, du coup, pour qu'elles soient brevetables, il faut que tu
les éléments pour. Et donc nous, c'était pas notre fer de lance parce qu'on disait aux gens, ça dépend aussi de ton produit et de ce que tu veux vendre. Bien sûr que ça te protège parce que les gens peuvent pas te copier. Mais nous, on s'est dit qu'en fait, les gens, ils achetaient surtout un concept et que le dentifrice en tant que tel, c'était un excellent dentifrice, mais que voilà. En plus, moi, comme j'avoue que je viens pas du market et que j'aime la transparence, je ne crois pas que le dentifrice blancheur existe. Je pense qu'en fait, soit il abîme mes dents, soit je me lave mal les dents, en fait, et qu'en fait, il faut un bon produit où tout fonctionne bien. Et donc, pour nous, c'était pas une nécessité. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Oui, le soin et l'hygiène, c'est quand même assez différent du maquillage. Chez le Rouge Français, on a développé une innovation mondiale. Donc, la question ne se posait pas, il fallait breveter pour se protéger au maximum. Mais c'est des coûts d'investissement assez importants, donc c'est un vrai choix. Nous, on a pensé long terme et on s'est dit, on n'a pas le choix. En plus, il faut faire des extensions Europe et aussi dans les pays du monde où en fait tu vas te développer d'un point de vue business. En fait, le brevet pour répondre, c'est important lorsque effectivement tu veux te protéger de la concurrence, mais aussi pour valoriser ta société. La propriété intellectuelle et industrielle, c'est clé dans la valeur que tu vas créer pour ta société. Donc, il y a différentes parties à breveter. Vous évoquez les formules, mais vous pouvez breveter aussi des process. Vous pouvez breveter vos packaging, vous pouvez breveter des applications. Donc, il n'y a pas que les formules. Aujourd'hui, la plupart des marques de cosmétiques se lancent sur des formules qui sont déjà existantes. On appelle ça des formules étagères qu'on personnalise. Donc, on prend chez un sous-traitant une formule qui existe et on enlève 2-3 ingrédients, on rajoute des actifs, etc. Nous, on a fait comme toi. On a démarré from scratch dans notre labo avec des preuves de concept en itératif et on est propriétaire des formules. C'est assez rare. Et surtout quand tu n'as pas d'usine, parce que c'est quand même 30 à 40 millions d'euros pour produire toi-même et avoir ta propre usine. Donc tu sous-traites et les sous-traitants n'aiment pas que vous soyez propriétaire des formules. Donc c'est une vraie négociation. Il faut mettre en place des contrats. Souvent la contrepartie d'être propriétaire de tes formules, même si c'est toi qui les as développées pour qu'eux les produisent, c'est une exclusivité. Donc tu ne vas pas aller voir ailleurs. Donc voilà, comment dire, se réfléchit, mais moi je le conseille, vraiment, je conseille de breveter au maximum et de prendre des experts pour vous accompagner dans cette partie-là. Après, il y a une autre question. Pour la deuxième question, ouais. Voilà, sur le financement participatif, c'est une excellente source de financement. Si vous pouvez effectuer des préventes, donc vous pouvez vérifier l'existence de votre marché et financer votre lancement de production en amont, il n'y a rien de mieux. Tu as fait un Ulule au Kiss Kiss Bang Bang, toi? Oui. Nous, on a fait. Alors, pour le lancement de notre robot, on ne l'a pas fait en pré-vente parce qu'on était trop short niveau timing. Ouais. Tout s'est fait très, très, très vite. Donc, on n'a pas eu le temps d'organiser une campagne de crowdfunding et on l'a lancé en magasin direct parce qu'on a eu la chance d'être référencé très rapidement en magasin. Mais par contre, on a fait ensuite des campagnes de financement participatif sur Ulule pour le lancement de notre gamme entretien de la maison avec une cuve Made in France pour la fabrication des produits d'entretien de la maison. Et ça a été un grand succès, c'était énorme. Et du coup, on a répété l'année suivante pour le lancement de notre gamme de cosmétiques solides. On a fait une nouvelle campagne Ulule parce qu'on a trouvé que c'était un excellent moyen de faire un lancement produit. Je rajoute, pour ne pas créer de déception, je pense, sur le participatif, c'est que soit tu le fais avec une communauté qui existe et qui s'engage, soit tu le fais au démarrage et tu as aussi des coûts d'acquisition parce que les gens pensent qu'en posant les choses sur Ulule, en fait, il y a des tombereaux de marques sur Ulule, mais il y a aussi, je ne sais pas combien il y a de sociétés qui font la même chose que eux. Et donc, du coup, il y a beaucoup de projets qui ont cartonné sur Ulule, qui ont mis des campagnes médias équivalentes à des lancements de marques, en fait. Et donc, du coup, faut juste pas attendre ou alors pas être déçu si ça marche pas, parce que c'est aussi un support de communication, en fait, ces plateformes-là. Donc, soit tu as déjà une communauté. Exactement, support de communication, d'engagement. Écoutez, merci beaucoup à toutes les trois pour vos témoignages super intéressants. Et puis on continuera à vous suivre. Merci à vous. Au revoir. Merci, bon salon.